Bonjour à tous. Merci. Très content d'être ici aujourd'hui. Donc, comme mentionné, on va avoir une période de questions à la fin de nos présentations. Donc, réfléchissez pendant la rencontre. Ça va faire durer le suspense et le plaisir. Je me présente, donc Julien Bourg, directeur principal stratégie développement durable. Je suis responsable de la planification stratégique de la société, nos initiatives stratégiques et également tout le processus d'intégration des facteurs ESG et du développement durable. Je suis accompagné de ma collègue Audrey Bonin. Je vais laisser Audrey se présenter dans un instant, suivi de Richard, puis s'en suivront là, trois présentations d'une dizaine de minutes chacun, donc environ une demi-heure, suite à quoi on vous laissera poser vos questions. Donc Audrey, je t'en prie si tu veux te présenter. Merci beaucoup, Julien. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Audrey Bonnet, je suis directrice conseil industriel aux entreprises. Je dirige une équipe de conseillers industriels dont le rôle est principalement orienté autour du développement d'affaires, donc pour supporter les entreprises à améliorer leur productivité. Un petit peu plus là-dessus plus tard là, dans mon segment. Je vais laisser Richard se présenter. Merci. Donc, Richard Blanchet, PDG chez STIC, donc STIC, Sous-traitance industrielle Québec, Association d'entreprises manufacturières. On a 450 membres, un peu partout au Québec, principalement des manufacturiers, des entreprises qui sont actives dans plusieurs secteurs industriels tels que le transport terrestre, l'aéronautique, la défense et la sécurité, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Nous, on aide les entreprises à faire deux choses. On les aide à trouver des clients, des fournisseurs ou des partenaires d'affaires. Également, on aide les entreprises à s'améliorer par le biais, entre autres, de nos programmes de développement des fournisseurs. Donc, on n'est pas un organisme subventionnaire, on n'a pas 12 programmes, mais on en a quelques-uns qui sont ciblés et donc qui aident les PME à être plus compétitives, à être plus performantes. Donc, pour les programmes, je vais laisser mes partenaires ici d'Investissement Québec vous en parler. Moi, ce que je vais faire, je vais vous donner un peu la lecture de ce qu'on voit dans le marché. Qu'est-ce qu'on connaît du secteur manufacturier? Bien, écoutez, on fait au moins 70 diagnostics d'entreprises par année. On visite une centaine d'entreprises manufacturières en plus. Puis également, on publie depuis 14 ans déjà notre baromètre industriel québécois. C'est une étude qu'on fait auprès de 500 PME manufacturières, donc sur leur réalité, ce qu'elles vivent au point de vue des ressources humaines, des ventes, des investissements, de l'innovation et autres. Donc, on a comme une très bonne lecture du marché et donc ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une étude qu'on a fait spécifiquement sur un sujet, c'est notre lecture du marché donc qu'on a, qui est constante chez nous. Donc, je vais vous parler de quelques sujets par rapport à la productivité. Donc, la mise en contexte, pourquoi c'est important d'augmenter notre productivité, ce qui empêche les entreprises, enfin, ce qui freine les entreprises à améliorer leur productivité, et enfin, ce que font les meilleurs. Donc, quand on voit des entreprises qui sont très productives, très performantes, bien, qu'est-ce qu'elles font que les autres ne font pas nécessairement? Donc, ça va être ma lecture du marché. Donc, premièrement, pour une économie globalement, c'est quoi la productivité? Bien, c'est le PIB, donc le produit intérieur brut, par heure travaillée. Donc, toutes les économies se mesurent, se comparent. Vous savez peut-être, le Québec par rapport au reste du Canada n'est pas en avance, même on est en retard pour la productivité, même par rapport à l'Ontario. Donc, mauvaise nouvelle, on est en retard. Bonne nouvelle, ben, cet écart-là s'est rétréci au cours des 4 dernières années. On est passé de 10-11 d'écart avec donc, le Canada en général et l'Ontario à 6-7 d'écart. Donc, on peut dire qu'on est dans la bonne direction, mais il reste encore du chemin à faire. Au point de vue de la PME, par contre, la productivité, ça se mesure comment en général? Bien, ça va être les unités produites par heure machine ou par heure travaillée ou par heure sur un procédé X, Y, Z. Donc, c'est comme ça que les entreprises vont mesurer leur productivité. Et le sous-entendu là-dedans, ben, c'est aussi les unités ou les choses qui sont produites, mais avec le niveau de qualité nécessaire. Donc, on peut être très productif, mais faire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, en fin de compte, elles ne seront pas livrées. J'espère qu'elles ne seront pas livrées, sinon, si elles sont livrées, elles vont être revenues. Donc, la productivité, ça prend pour acquis que les choses vont être de qualité. Et pourquoi c'est nécessaire d'augmenter notre productivité? Bien, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que les ressources humaines se font de plus en plus rares. Ce n'est pas un phénomène de cette année ou de l'année passée. On dirait que c'est pire depuis la pandémie, mais tout le monde manque de personnel et ce n'est pas demain matin qu'ils vont en avoir en abondance. Et ça pour toutes les fonctions dans à peu près toutes les entreprises.
Donc, c'est nécessaire d'être plus productif pour faire plus avec moins. Évidemment, faire plus de la bonne chose et de la bonne façon, donc avec moins d'employés. Et comme je mentionnais, c'est une tendance donc, qui va perdurer au cours des prochaines années. Donc, si les entreprises sont très occupées, le potentiel de croissance n'est peut-être pas utilisé à son maximum. Autrement dit, si on n'est pas productif, si on ne peut pas faire plus, on va laisser passer des belles opportunités qui se présentent à nous, des nouveaux marchés, des nouveaux produits ou des clients existants qui veulent simplement augmenter la quantité de ce qu'ils achètent chez nous. Et si on n'est pas productif, on ne peut tout simplement pas le faire. Donc, c'est nécessaire d'être plus productif pour répondre à la demande, pour avoir une croissance de notre entreprise sans nécessairement embaucher ou faire des choses de plus qu'on ne faisait pas déjà, mais simplement les faire mieux, de faire de façon plus efficace. Les compétiteurs aussi veulent augmenter leur productivité. Donc, si on ne le fait pas, bien, même si aujourd'hui on est productif, on ne peut pas dire, bon, mais regarde, moi je suis correct, ça va bien, je me compare, ça va bien. Mais nos compétiteurs travaillent là-dessus. Si on ne le fait pas, on va se faire déclasser. Il y a des pressions sur les prix aussi. Vous savez, tout a augmenté au cours des dernières années et il y a des limites à ce que les clients peuvent payer. Donc, si on est plus productif, on réussit à baisser nos coûts, bien là, ça nous donne un avantage par rapport à la compétition parce qu'à un moment donné, les prix, ça peut devenir un facteur assez limitant. J'ai parlé d'efficacité. La productivité, bon, ça sous-entend être efficace, mais ça sous-entend aussi être efficient. Et la distinction est la suivante. Si on fait des choses de façon très inefficace, on peut produire quand même. Puis ça ne veut pas dire que ça va être payant. Donc, si on prend un canon pour tuer une mouche, c'est super efficace. La mouche, elle va être morte, c'est certain. Mais si on prend un tue-mouche, c'est pas mal plus efficient, ça demande moins de ressources, ça coûte moins cher et ça demande moins d'énergie. Donc, la productivité aussi, c'est d'utiliser les ressources de façon efficiente et non pas seulement efficace. Et ça, des fois, c'est un concept qui est laissé de côté. Évidemment, si on est plus productif, on a plus de rentabilité, ça nous donne plus de marge de manœuvre pour investir en innovation, en R&D, en commercialisation, en formation, en technologie, etc. Et donc, ça, c'est un cercle qui va entraîner qu'on va pouvoir encore être plus productif, etc. Donc, c'est vraiment nécessaire d'augmenter notre productivité. On parle souvent, on fait souvent le lien entre la productivité et les équipements, et l'informatique, les équipements, la technologie. C'est vrai, c'est un excellent moyen d'être plus efficace. Par contre, il faut que ce soit bien fait. Et je vais y revenir un peu plus loin. Donc, être plus productif, ça va, avec les bons équipements, avec la bonne façon de travailler, va nous permettre de sortir plus de produits. Les technologies, comme je dis, c'est un moyen, ce n'est pas un but en soi, les technologies. C'est une façon d'être plus productif, d'être plus efficace, d'être plus compétitif. Maintenant, on sait que c'est important d'être plus productif. Bien, pourquoi tout le monde ne travaille pas là-dessus à tous les jours? Donc, quels sont les freins pour les entreprises? Pourquoi elles ne travaillent pas assez sur la productivité? Bien, les entreprises manquent de personnel. Il y a du gros roulement de personnel aussi. Et souvent, il y a des postes qui sont laissés de côté. Et à choisir demain matin, s'il nous manque de personnel, entre arrêter de livrer ce qu'on a à sortir, puis travailler sur des projets d'amélioration de la compétitivité puis de la productivité, bien, souvent, c'est les deuxièmes projets qui vont être laissés de côté. Puis on va travailler pour sortir les commandes. Le dollar canadien faible ne nous a pas aidés, nous a permis d'être productifs pendant un certain temps. Mais là, à un moment donné, ça nous rattrape. Et donc, il ne faut pas se fier là-dessus. Donc, un dollar canadien faible veut dire des achats d'équipements qui coûtent plus cher, mais aussi un coût de revient, si c'est très labor intensive, excusez l'anglicisme, plus faible. Donc, ça nous a nuit. À court terme, c'est bien, mais ça nuit à notre amélioration de notre productivité. Ça n'a pas toujours été donc une priorité pour les entreprises. Les dirigeants n'ont pas nécessairement la formation, les connaissances nécessaires pour mener à bien les projets d'amélioration de la productivité. Et ces connaissances-là ne sont pas aussi bien réparties à travers les employés. Souvent, les quelques employés qui travaillent là-dessus n'ont pas nécessairement les connaissances ou le temps de le faire. Les technologies, quand elles sont utilisées, ne sont pas toujours utilisées de façon efficiente, donc de façon appropriée. On a plusieurs cas qu'on voit dans les entreprises où il y a des machines qui ont été achetées, pas nécessairement la bonne machine, des fois trop gros, des machines qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas interreliées et qui sont sous-utilisées parce qu'on n'a pas les connaissances ou le personnel ou tout le reste pour suivre, pour être plus productif.
Et aussi, ben, il y a un phénomène qu'il ne faut pas négliger, c'est le phénomène de changement de génération. Les entrepreneurs qui ont eu leur entreprise pendant plusieurs années, à la veille de la vendre, ne sont pas nécessairement portés à investir beaucoup en amélioration de la productivité. Il y a des risques. Il y a beaucoup de capitaux qui sont nécessaires dans certains cas. Et c'est un risque. Quand on est à la veille de vendre notre entreprise, c'est peut-être pas le genre de risque qu'on veut prendre. Maintenant, ce que font les meilleurs, ben, les projets d'amélioration de la productivité, ça part de la planification stratégique. Ça découle des objectifs spécifiques par département, par secteur, par procédé, par étape. Ces gens-là mettent des équipes dédiées. Les employés sont formés aussi pour travailler là-dessus. Comme je mentionnais, ils ont le temps nécessaire. Les entreprises aussi qui sont très bonnes en productivité ne regardent pas seulement le plancher de production. Ça part de l'estimation à la livraison de la commande. Ils regardent la chaîne globale de production et de tout ce qui vient avec. On peut aller chercher des gains de productivité un peu partout dans l'entreprise. Comme j'ai mentionné, ils ont des équipes dédiées. Ils ont une approche systématique. Et les entreprises très productives vont dépenser aussi des sommes, et ça, c'est souvent négligé dans d'autres entreprises, pour la formation des superviseurs, des employés de plancher, pour travailler sur des projets, avec des outils aussi, des outils d'amélioration de productivité. Les firmes de génie conseil sont très fortes là-dedans. Bien, les entreprises les plus compétitives vont s'assurer que tous les employés soient formés à l'interne. Ils vont évaluer justement ces compétences-là chez leurs employés. Les entreprises productives vont automatiser pas seulement les étapes de production, mais aussi la collecte de données, l'échange d'informations entre la production, entre les équipements. Parce que recopier des données, ça paraît peut-être pas sur une machine, mais c'est pas efficace. C'est une perte. C'est de l'argent qui se gaspille à faire des étapes qui sont peut-être pas nécessaires. Les entreprises productives aussi utilisent justement tous les outils. On parle de ce que le fameux DMS, le Daily Management System, pour que tous les employés soient au courant de ce qui se passe dans leur département. Ils vont faire des 5S, de la cartographie de chaîne de valeur, tous les outils, élimination des gaspillages, mesure du taux de rendement global. Ce sont toutes des choses que les entreprises productives vont faire. Et quand elles implantent des technologies, ces entreprises-là commencent par le cahier de charge, vraiment déterminent les objectifs, trouvent les bonnes technologies et s'assurent que les différentes technologies, équipements, systèmes communiquent entre eux et non pas tous des systèmes disparates qui ne communiquent pas. À ce moment-là, c'est beaucoup moins efficace. Ensuite, elles optimisent constamment leurs opérations. Des projets à grand déploiement avec des équipements, c'est bien, mais il y a un paquet de petits projets qui peuvent être faits aussi, qui vont nous faire gagner 1, 2, 3 d'efficacité ou de productivité. Et ça, les entreprises très productives font ça. Ne négligent pas les petits projets qui ne sont pas nécessairement des trucs technologiques. Elles font des audits, elles s'auto-évaluent avec des équipes. Et elles font aussi des projets de R&D, donc de développement avec des centres de recherche, des universités ou d'autres organisations pour aller chercher des petits gains comme ça de productivité à gauche, à droite. Et enfin, ces entreprises-là, elles font de la veille informationnelle, de la veille technologique. Elles vont participer à des forums, des salons, des foires commerciales pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs en termes de technologie, en termes de façon de faire. Elles veulent apprendre des meilleurs et elles partent du principe qu'on peut toujours être plus productif, on peut toujours s'améliorer. Donc, elles vont aller chercher l'information un peu partout. Alors, c'est ce qu'on voit dans nos entreprises productives. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Richard. Fort intéressant le baromètre. Je pense qu'il est disponible aussi sur votre site Internet pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Chez Investissement Québec, on s'en sert chaque année pour valider certaines choses qu'on voit déjà dans le marché. Moi, peut-être faire un petit retour qui on est, Investissement Québec. Puis ensuite, on tombera justement dans les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces freins-là d'augmentation de productivité? Donc, Investissement Québec, notre mission, c'est de participer activement au développement économique du Québec. On le fait en stimulant l'innovation, stimuler l'entrepreneuriat, le reprenariat, également la croissance de l'investissement et la croissance des exportations. C'est plus de 1300 employés répartis dans toutes les régions du Québec. Donc, on a des bureaux dans nos régions, aussi présents dans une trentaine de représentations à l'international. Et comment on accomplit cette mission-là? On le fait avec deux leviers principaux. Richard parlait de beaucoup de données, puis on n'a pas souvent entendu financement, investissement, mais
Mais évidemment, ça doit venir à quelque part pour augmenter la compétitivité, concrétiser tout ce travail-là qui est fait en amont. Donc, au niveau du financement, bien, on le fait pour toute taille d'entreprise, en fait, là, de la start-up jusqu'à la très, très grande entreprise. On le fait également à tous les stades de maturité. Et l'autre levier qui est d'autant plus important, puis je pense que le baromètre le met bien en lumière, c'est tout l'accompagnement qu'on fait parce que les entreprises ont besoin de se faire accompagner par manque de temps, par manque de talent, justement. Donc, au niveau de l'accompagnement, ça va être l'accompagnement technologique que ma collègue Audrey va couvrir un petit peu plus tard. On a aussi l'accompagnement à l'exportation et l'accompagnement en service conseil, donc toute la gestion de l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise. Ça tombe bien, la conférence aujourd'hui, parce qu'on vient de terminer notre planification stratégique, en fait, qui a été déposée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, je peux maintenant vous partager là, nos grandes priorités qui vont nous diriger pour les 4 prochaines années. Puis la première priorité, c'est justement l'augmentation de la productivité et de l'innovation des entreprises dans une perspective de développement durable. Ensuite de ça, on va vouloir favoriser la croissance et les exportations, renforcer l'autonomie et la résilience des chaînes d'approvisionnement. On sait que ça a été un grand enjeu pour les entreprises dans les dernières années. Et enfin, pour répondre à l'enjeu numéro 1 des entreprises en ce moment, puis pour les prochaines années aussi, ça va être de faciliter l'accès à une main-d'œuvre qualifiée. Mais pourquoi justement la productivité, c'est notre première priorité? Parce que ça va revenir pallier à tous ces enjeux-là, que ce soit les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux de chaîne d'approvisionnement, la croissance des entreprises, c'est par l'investissement en productivité qu'on va y parvenir. Puis ça, c'est d'autant plus important dans le contexte économique actuel. Évidemment, là, je pense que tout le monde est au courant, mais hausse des taux d'intérêt, beaucoup d'inflation, ça augmente les coûts pour les entreprises qui vont augmenter leurs produits. Ça va peut-être réduire aussi leur cahier de commandes éventuellement. Horizon de récession à l'horizon. Et des grands défis, des grandes transitions dans lesquelles nos entreprises font face. Donc, évidemment, la transition démographique, transition climatique et cette fameuse transition numérique auquel on tente de répondre depuis plusieurs années. Mais il y a quand même un message positif. Je pense que tu l'as mentionné, tu l'as abordé, Richard. C'est que ça marche bien ce qu'on fait. On est sur la bonne tendance. Secteur manufacturier, pour nous, c'est environ 50% de nos interventions, donc clairement notre marché cible. Ceci dit, on priorise quand même des grands secteurs d'activité de l'économie, mais le manufacturier en est un très, très, très important. Mais quand on regarde pour toutes les entreprises, là, tout le secteur privé au Québec, au cours des 4 dernières années, c'est une augmentation de 5% de la productivité des entreprises au Québec. Si on se compare au reste du Canada, c'est plus de l'ordre de 1,4%. Donc, on fait très, très bien. À l'automne dernier, on a aussi commandé une étude auprès de l'Institut de recherche économique contemporaine pour voir où on en est sur la scène internationale au niveau de la robotisation, parce que c'est la façon numéro 1 d'augmenter la productivité, c'est dans l'investissement dans les nouvelles technologies, qu'elles soient numériques ou en automatisation. Puis on a été agréablement surpris des résultats. En fait, le Québec était l'État parmi tous les pays du G7 qui avait eu la plus grande croissance de densité, d'augmentation de la densité robotique par employé. Ça ne veut pas dire qu'on est les premiers de classe, on est encore en bas du peloton. Mais si on garde cette tendance-là, on va rattraper la moyenne économique des pays du G7 et ça, c'est très, très, très encourageant. On a aussi beaucoup de solutions, évidemment, au niveau de l'accompagnement, au niveau du financement, au niveau de la sensibilisation, parce qu'il faut convaincre les gens puis les mobiliser dans ce changement-là. Donc, on a une grande initiative, l'initiative Productivité et Innovation. On est actuellement en tournée d'ailleurs à travers toutes les régions du Québec pour rencontrer les dirigeants puis leur montrer comment commencer. Richard, tu parlais de cahier de charge, mais qu'est-ce que c'est un cahier de charge? Comment on commence? C'est quoi les bénéfices justement d'augmenter sa productivité? Évidemment nos solutions. Donc, je vais aborder rapidement une solution financière. Mais il existe une panoplie de programmes. Investissement Québec, on gère nos fonds propres, puis on est aussi mandataire de tous les programmes du gouvernement.
Donc, pas tous, pas tous, mais une bonne partie, disons. Et dans nos solutions financières, ben, au moment de la création, on a vu justement la difficulté de calculer le retour sur l'investissement de projets où on dit aux entreprises, ben, vous devez commencer par calculer, aller chercher vos données, puis connecter vos machines ensemble, et afficher vos données en temps réel dans l'usine. Mais ça, concrètement, c'est pas très clair qu'est-ce que ça rapporte comme rendement. Donc, on s'est dit, on veut donner le plus de flexibilité possible aux entreprises. Donc, on offre une solution financière, un prêt, en fait, et qui donne jusqu'à 4 ans de moratoire de remboursement du capital. Donc, les entreprises peuvent attendre jusqu'à 4 ans avant de rembourser le principal, le capital de leur prêt. Et ça leur donne le temps de se mettre la main parce que c'est des projets quand même de longue haleine. Là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu as parlé de planification stratégique, cahier de charges, tout ça jusqu'à l'acquisition, la mise en œuvre. Donc, souvent, c'est des projets qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Beaucoup d'activités également, là, comme je disais, de sensibilisation, de mobilisation. Mais la partie la plus importante, je pense, c'est tout ce qui vient en amont de l'investissement, du financement. C'est comme construire une maison. Là, on commence par des bonnes fondations. Et sur ça, ben, je passerai peut-être la parole à Audrey pour nous dire qu'est-ce que vous faites exactement chez Investissement Québec Creek. Ouais, merci beaucoup, Julien. D'ailleurs, c'est pas un hasard si je suis assise entre mes deux co-conférenciers. Je pense que chez Investissement Québec Creek, on a ce plaisir-là de faire le pont entre les enjeux et les programmes de financement, entre autres, et d'autres sources d'accompagnement. Donc, chez Investissement Québec Creek, c'est une centaine d'experts dans différents domaines de sciences et génie, ce qui nous aide à supporter les entreprises dans les enjeux comme lesquels Richard a mentionné là, il y a quelques minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le plaisir ce midi là, d'être au dîner conférence là, à main levée. Quelques personnes. Donc, il y avait le ministre Fitzgibbon qui parlait justement là, de la priorité gouvernementale qui était d'augmenter la productivité au Québec. Investissement Québec en a fait une de ses priorités stratégiques. Bon, ce n'est pas un heureux hasard. Là. On s'aligne toujours sur les priorités gouvernementales, évidemment. Et chez Investissement Québec Creek, on va utiliser, dans le fond, la technologie pour pouvoir supporter les entreprises à améliorer leur productivité. Julien, Richard en ont parlé. La technologie est une ressource pour pouvoir augmenter la technologie, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, on ne sélectionne pas une technologie parce qu'elle est sexy ou parce que notre voisin l'a chez lui puis ça semble bien fonctionner. Ça doit toujours être armé au plan stratégique, comme Richard l'a mentionné en début de conférence. Et ça fait partie du support que les experts d'investissement Québec Creek vont pouvoir mener chez les entreprises. Donc, de s'assurer qu'on va sélectionner les bons objectifs stratégiques pour pouvoir sélectionner les technologies qui vont être le plus appropriées pour répondre à ces besoins-là. Il y a plusieurs enjeux auxquels font face les entreprises. Richard en a mentionné plusieurs. La main-d'œuvre en fait partie. On en entend beaucoup parler depuis les dernières années. Les technologies qu'on doit implanter dans les entreprises font souvent aussi appel à des ressources qualifiées qui sont parfois plus ou moins disponibles dans nos entreprises. Donc, ça va être là que Investissement Québec Creek va pouvoir intervenir en ajoutant, disons de façon ad hoc, des équipes de R&D ou des équipes de gestion de projet qui vont pouvoir planifier en amont. Donc, on mentionnait justement que ce qui était important dans les projets stratégiques et les projets technologiques, c'était la planification et la mise en place des stratégies d'implantation. Donc, nos experts chez Investissement Québec Creek vont pouvoir faire cet effort-là avec les entreprises. Et c'est une centaine d'experts, comme je mentionnais, qui sont vraiment au service des entreprises, PME et grandes entreprises du Québec. On a arrimé nos efforts et notre offre de services autour des grands enjeux des entreprises. Si aujourd'hui, en 2023, on se positionne, quels sont les enjeux des entreprises? Richard a fait mention de la main-d'œuvre. On peut souvent associer les enjeux de main-d'œuvre à des projets souvent d'automatisation, notamment robotisation, qui vont nous permettre peut-être de réduire la pression sur notre main-d'œuvre en réduisant les tâches à non-valeur ajoutée ou les tâches qui sont hautement répétitives. On va vouloir déplacer ces employés-là vers des tâches à plus haute valeur ajoutée, des tâches qui vont être un petit peu plus stimulantes également intellectuellement, ce qui va pouvoir nous permettre de fidéliser une main-d'œuvre qui, de nos jours, est peut-être un petit peu plus volatile.
Également, on travaille beaucoup en environnement. Donc, Julien en a fait mention. On est dans un contexte de productivité durable. Je pense qu'en 2023, on ne peut pas passer sous silence les changements climatiques. Pour ceux qui vivent près du Canada ou au Québec, vous avez remarqué dans les dernières semaines les feux de forêt qui sont une conséquence directe probablement là, des changements climatiques. Donc, on doit absolument, en tant que société et en tant qu'entreprise, réduire notre empreinte écologique pour pouvoir réduire notre impact sur les changements climatiques. On a une équipe entière qui est dédiée autour de la productivité durable, donc pour réduire les enjeux autour du traitement de l'eau, traitement de l'air, traitement des odeurs, nuisances industrielles notamment, qui vont pouvoir nous assurer d'être des bons citoyens corporatifs, mais également de réduire notre empreinte là, sur l'environnement immédiat dans lequel on évolue tous. Encore une fois, Julien l'a mentionné, tout ce qui est transformation numérique, donc l'utilisation d'outils numériques. Quand on parle quand on parle technologie, on pense souvent à les gros robots, de la grosse technologie, quelque chose de visible, mais parfois la technologie est un petit peu plus soft. Donc, on va penser à des ERP, des logiciels de gestion en français. Donc, on a une équipe dédiée dans ce contexte-là. Et finalement, j'aimerais faire peut-être un petit aparté. La productivité, c'est quelque chose qui est super important, mais au Québec, on est dans un petit marché. Donc, d'améliorer nos produits, de mettre en marché des produits qui vont être innovants et conformes sur les marchés d'exportation internationaux vont faire partie des stratégies de développement économique pour la plupart des entreprises. Donc, on a la chance là, également d'avoir une petite équipe qui est dédiée aux entreprises pour l'amélioration de leurs produits. On est également dans un contexte d'incertitude économique, puis Julien a mentionné là, quelques programmes de financement là, qui vont pouvoir aider à supporter les entreprises. On doit absolument, dans des contextes d'incertitude économique, de récession, continuer d'innover, continuer également d'améliorer, de faire la recherche et développement. On doit transformer ces défis-là en opportunités et il n'y a pas de meilleur moment que les moments où on est peut-être un petit peu plus incertain pour aller chercher ce capital-là. Donc, on disait souvent que la nécessité est mère de toutes les innovations. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que je vous encourage à continuer d'innover et d'améliorer vos processus. Investissement Québec est là pour offrir un continuum d'accompagnement, que ce soit au niveau du financement ou encore l'accompagnement technologique pour pouvoir supporter les ambitions des entreprises. Super, ben, merci beaucoup, Audrey. Je suis content que tu aies abordé le côté des normes parce qu'on n'a pas beaucoup abordé le côté de l'environnement, mais ça aussi, ça va devenir un facteur très, très, très important de la compétitivité. Si vous avez des questions au sujet, on pourra le couvrir également parce que la productivité, développement durable, ça va de pair. De plus en plus, là, dans les nouvelles technologies, en fait, il y a des fonctions qui permettent de calculer les ressources en temps réel. Donc, de plus en plus, on va voir ça arriver dans le marché pour que les entreprises puissent donner de la reddition de comptes à leur grand donneur d'ordre, des marchés d'exportation. Donc, tout ça, c'est des grands défis, mais c'est intégré. Puis malheureusement ou heureusement pour les entreprises, mais elles doivent s'y attaquer. On est rendu à la période des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que vous devez vous avancer vers l'avant ou vous lever. Je pense qu'il y a un micro à l'arrière. Il y a un micro qui circule. Oui. On peut aborder un petit peu plus nos solutions. Il y a une si question dans le fond, je pense. Ben, pendant que le micro se déplace, je voudrais juste ajouter, on parle de développement durable. Notre baromètre cette année, notre baromètre industriel québécois, révélait que 64 des entreprises ont pris des engagements pour réduire leur empreinte environnementale, leur empreinte écologique. Et il y a seulement le quart des entreprises qui font des choses à ce niveau-là, qui le font parce qu'elles sont obligées de la part de leurs clients. Donc, le trois quarts des entreprises qui posent des gestes, qui prennent des engagements, le font par conviction, soit des dirigeants, soit avec les employés. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Évidemment, il faut que ça se matérialise avec des gestes concrets qui sont mesurés. Ce n'est pas toujours évident à mesurer l'impact, mais il y a quand même une volonté qu'on sent de plus en plus qu'on ne sentait pas il y a 4 ou 5 ans. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus pendant que monsieur se déplaçait. Bonjour, c'est Amir Fanei, PDG de Bureau canadien des tests. On a fait Audi 4.0. On attend pour voir les solutions numériques. Est-ce qu'il existe des programmes pour productivité ou c'est seulement les programmes ESSOR qui relient la productivité aux numérisation? Oui, effectivement. Ben,
la vision du gouvernement à cet effet-là, quand il développe les programmes, c'est de fournir un parcours à l'entreprise, là, que ce soit au niveau de la planification stratégique, puis l'étape que vous avez franchie, faire un audit numérique, donc là, votre situation actuelle, avec des pistes de solutions potentielles pour les prochaines étapes. Donc, il y a un programme subventionnaire là, à cet effet-là qui paye jusqu'à 50% des dépenses. La seconde étape, effectivement, c'est aussi dans le programme ESSOR, c'est le volet 1B. Donc, c'est la mise en œuvre des recommandations de votre plan numérique. Donc, si vous désirez aller de l'avant avec la mise en œuvre d'une des actions proposées, bien, il y a aussi des subventions. Je ne sais pas, Audrey, si tu connais les chiffres, mais je pense que ça va jusqu'à 40 ou 50 000 là, de subventions à cet effet-là. Et l'étape subséquente, ben là, ça sera peut-être un investissement un petit peu plus majeur si vous avez à modifier des lignes d'opération, changer, moderniser tout ça. Donc, ce qu'on voit dans le marché, là, justement, c'est une première étape, deuxième, troisième, puis souvent au niveau de la troisième étape où l'investissement un petit peu plus massif va venir. Là. Puis, ces offres-là, juste en terminant, ils peuvent être combinés aussi avec des offres de vos partenaires financiers, votre banque, nous-mêmes, la BDC, peu importe. Là, donc, c'est fait pour être modulable de cette façon-là. Nous, de notre côté, on a notre programme Podium manufacturier là, qui est en cours présentement. Là, toutes les places sont prises, mais on attend des enveloppes supplémentaires. Donc, c'est un programme qui vise à améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières. Donc, c'est destiné spécifiquement aux PME, qui commence par un diagnostic d'entreprise qui est réalisé de façon indépendante par des gens chez STIC. Puis ensuite, l'entreprise a une enveloppe pour réaliser des projets qui vont lui permettre d'être plus compétitive selon le diagnostic qu'on a posé, aussi selon ses priorités. Donc, on attend du financement supplémentaire justement pour poursuivre notre initiative qui fonctionne très bien. Est-ce que ce sont les honoraires qui sont acceptés comme dépenses ou il y a aussi les solutions comme telles, comme logiciel ou comme mise en œuvre qui a été acceptée? Oui, ça va couvrir, vous devrez valider avec votre conseiller, évidemment, mais en fait, dans nos solutions fonds propres et dans le programme ESSOR, on va couvrir aussi des honoraires, effectivement. De plus en plus aussi, ce qu'on voit dans le marché, que ce soit l'acquisition de machines ou de logiciels, c'est souvent as a service. Donc, c'est des frais qui vont passer dans le fonds de roulement de l'entreprise plutôt qu'un actif. Les programmes traditionnels finançaient juste des actifs. Donc là, on ouvre, que ce soit des frais de consultation, frais pour des études, puis les honoraires, l'implantation de votre technologie et la formation, tout ça. Donc, il y a beaucoup de programmes, mais nos conseillers en région, sur le terrain, vont vous référer, si ce n'est pas chez nous, vont vous référer vers le bon programme. Un petit complément d'information là, par rapport aux honoraires, ce sont les honoraires externes qui vont être supportés par les programmes subventionnaires. Tout à fait. Bonjour, Jean-Charles Toupin, agroéconomiste à l'Union des producteurs agricoles. Considérant que les solutions en robotisation, bien, ça amène des investissements de plus, c'est de l'endettement pour les entreprises et qu'il y a une certaine cohorte d'entrepreneurs qui arrivent à un âge où ils vont transférer leur entreprise. Est-ce que vous planifiez les transferts en même temps de faire les projets de robotisation ou d'amélioration de la productivité? Moi, je pense à mon secteur en agriculture. Beaucoup d'agriculteurs arrivent à un certain âge. Si l'entreprise est très endettée, bien, ça amène un élément de plus de complexité dans le transfert de l'entreprise à la relève. C'est une excellente question. Je peux me lancer peut-être, puis je sais pas si je vais compléter. On est une économie justement vieillissante, hein, puis ça se passe dans tous les secteurs d'activité. Puis malheureusement, les entreprises sont confrontées justement à ce que je n'investis pas, puis je vais vendre mon entreprise dans les 3, 4, 5 prochaines années, ou je vais dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Ce que je vois personnellement là, dans le marché, c'est que les entreprises qui n'investissent pas se retrouvent 3, 4, 5 ans plus tard, puis leur entreprise a perdu tellement de valeur qu'elles se font presque pas acheter. C'est dérisoire. Et j'ai même rencontré des entreprises qui sont dans la transformation depuis plusieurs dizaines d'années, qui sont des champions puis des exemples à suivre, qui m'ont même dit, moi, je vais visiter mes concurrents. Et ceux qui n'investissent pas, j'attends, puis je vais les ramasser quand ils ne vaudront plus rien. Donc, malheureusement, je ne pense pas que ne pas investir est une solution. C'est sûr qu'il y a des plans de relève peut-être pour ces gens-là à effectuer, à identifier déjà des acquéreurs potentiels, puis faire des plans d'investissement un petit peu plus à long terme. Mais dans le monde
où on est, où ça va tellement vite, je pense plus que c'est une question de choix, malheureusement. Là. Je vais compléter si ça ne te gêne pas, Julien, parce que j'ai eu le cas avec un de mes clients là, dans le passé où l'entrepreneur était plutôt âgé, anticipait une retraite dans les 5 années à venir. L'entreprise était, euh, disons qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'investissement là, dans les 10 à 15 dernières années. Les employés étaient également vieillissants, donc tu sais, à l'œil, là, même sans en voir, là, peu importe de background, de background en business ou quoi que ce soit, c'était quand même assez évident là, qu'ils auraient une difficulté élevée là, à vendre l'entreprise à la valeur qu'ils l'anticipaient. Donc, on a mis en place un diagnostic de productivité pour mettre un portfolio de projets qui était réaliste dans les 5 ans avant qu'il prenne sa retraite pour pouvoir l'aider, disons, à rehausser la valeur de son entreprise. Je mentionnais tantôt là, que chez Investissement Québec, il y a un continuum d'accompagnement. Non seulement chez Investissement Québec, on a été capable de l'accompagner dans ce contexte-là spécifique, mais également, on a des conseillers stratégiques sur le terrain ou en région qui peuvent supporter l'entreprise dans les autres fonctions de l'entreprise pour pouvoir l'aider à rehausser. Également, on travaille aussi avec l'écosystème local. Donc, vous êtes peut-être familier avec des CLD ou d'autres organismes locaux qui vont pouvoir là, être un très grand support pour ces entreprises-là. Vous faites partie de l'Union des producteurs agricoles que vous avez mentionné. Il ne faut pas oublier qu'il y a des programmes particuliers pour les gens en agroalimentaire qui sont supportés par le MAPAC. Donc, vous êtes dans un secteur niche qui est très privilégié là, au niveau des subventions et des aides financières pour justement rehausser ce secteur-là qui, malheureusement, là, dans certains cas, a peut-être eu une petite déficience là, dans les investissements là, dans les années passées. Est-ce que ça répondait à la question? Oui, merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Alain Tivierge, ici. Je suis avec l'accélérateur de commercialisation d'innovation minière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout un défi sur la planète pour les métaux critiques et stratégiques et que les innovations sont requises sur la chaîne de valeur, de l'exploration, la restauration des sites, etc., etc. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, au niveau du développement des innovations, est-ce que vos programmes STIC ou le CRIC, ou etc., est-ce qu'ils sont perméables à des participants étrangers? Mon rôle est de faire la liaison internationale avec la CIM. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est possible d'avoir des partenariats pour des projets de financement ou d'appui qui comportent des partenaires étrangers avec les expertises, évidemment, qui sont peu ou pas présentes ici et qui viennent contribuer au succès du projet d'innovation? J'espère que j'ai été clair. Tout à fait. Tout à fait. Bien, certainement, en fait, notre rôle d'Investissement Québec, c'est d'être complémentaire dans le marché. Donc, c'est rare ça arrive souvent, là, mais notre objectif, c'est pas d'aller chercher 100% d'un projet. Souvent, surtout, en fait, quand il y a des fonds mandataires, des programmes, il y a un maximum d'aide gouvernementale là, dans les projets. Puis, on va demander un minimum de 20% d'apport de capital privé. Donc, après ça, ça peut venir un petit peu de n'importe où. C'est sûr que le secteur minier, tu sais, quand on va être en capital action, là, des fois, il y a des calculs qui doivent être faits pour voir ça va être quoi notre part là, dans l'entreprise. Mais en fait, notre rôle de stimuler l'investissement, comme je disais, c'est de le stimuler dans le marché privé. Là. Donc, c'est l'effet de levier qu'on va créer dans le marché. Donc, on veut de l'argent de nos partenaires du secteur privé, puis de l'argent étranger qui vient être investi au Québec, c'est de la création de richesse là, au Québec. Donc, tout à fait. N'oublions pas aussi, dans ce contexte-là, nos collègues d'Investissement Québec International qui vont faire du démarchage à l'étranger, justement là, pour faire l'attraction d'investissements étrangers. De notre côté, chez Investissement Québec CRIC, on va travailler avec différents types d'acteurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, idéalement dans la mesure où il va y avoir des retombées économiques qui vont être occasionnées ici au Québec. Allô, question ici, j'arrive. Allô, je m'appelle Janice Bailey, je suis directrice scientifique des fonds de recherche du Québec en nature et technologie. Donc, je finance la recherche académique en STEM
Donc, vos paroles m'impressionnent beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre participation. J'étais très contente aussi que vous avez parlé beaucoup de recherche, développement, investissement par les entreprises comme facteur clé dans le succès, etc. Aussi, au Québec puis au Canada, j'ai eu le grand privilège en 2021 à participer dans un panel fédéral qui investit ou regardait l'investissement public et privé dans la recherche au Canada. Puis le OCDE démontre très clairement qu'on est très, très, très faible. Bien qu'au Québec, on est mieux que d'autres provinces, on reste encore juste un peu mieux que Mexique, peut-être. Puis une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est le niveau d'investissement de notre secteur privé en recherche et développement. Ça m'a vraiment... J'ai pas anticipé ça. C'était très surprenant pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager ce genre de risque que nos compagnies ou notre secteur privé peuvent investir un petit plus? Parce que, comme vous avez tous dit, c'est une façon clé à réussir. Ben, moi, je peux commencer, pour ça je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que les entrepreneurs, typiquement, la première chose à laquelle ils vont penser le matin, c'est pas d'aller faire un projet de R&D avec une école, un centre de recherche. Il y en a qui le font, il n'y en a pas assez qui le font. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est mettre en valeur les bons coups, les succès, d'encourager donc les entrepreneurs à le faire, s'assurer qu'il y a des programmes simples, efficaces, qui permettent d'avoir du financement pour des projets à court, moyen terme. Les entreprises manufacturières ne sont pas nécessairement portées à investir dans des trucs qui vont porter fruit dans 3-4 ans. Là. Ils ont besoin de gains relativement rapidement. Donc, c'est d'identifier les projets porteurs à court, moyen terme. Puis, comme je dis, mettre en valeur les bons coups parce qu'il y a des beaux cas de succès là-dedans. Je pense également il y a un contexte qu'il ne faut pas négliger d'aborder, c'est les échelles TRL, le Technology Readiness Level ou en français le NMT, niveau de maturité numérique. Donc, un petit peu comme Richard l'a mentionné, les entrepreneurs vont chercher quelque chose qui est un petit peu plus près du niveau de commercialisation, donc échelle TRL un petit peu plus élevée, là, vers les 7, 8, 9, justement parce que le gain commercial va être un petit peu plus rapide. Quand on réduit notre échelle TRL, là où on va avoir un gain là, substantiel à faire intervenir des partenaires académiques notamment, il y a peut-être un petit frein ici là, qui va être perçu minimalement par les entrepreneurs. Et je pense que une des solutions peut-être pour réduire cette perception-là, c'est de rendre accessible davantage les programmes de type MITAX ou CRSNG, où on va venir capitaliser beaucoup sur de l'argent public là, pour pouvoir supporter cette recherche-là. Peu d'entrepreneurs encore connaissent les programmes MITAX, donc peut-être qu'une sensibilisation accrue à ces programmes d'aide-là et à ce maillage également, parce que MITAX, ce n'est pas uniquement du financement, il va y avoir un effort de maillage entre les universitaires et les entrepreneurs. Donc, je pense que c'est là la clé pour pouvoir là, rehausser le niveau de recherche, disons, académique dans le secteur privé. J'ajouterais, le défi au Québec, c'est beaucoup dans l'application justement de cette recherche-là, puis le transfert de la recherche au niveau des entreprises. Je ne pense pas qu'il faut réinventer la roue si une solution existe. Donc, il y a des gains rapides pour les entreprises à aller chercher. Donc, ça, je pense qu'il faut l'attaquer. Mais sinon, il existe beaucoup, beaucoup d'offres. Je pense que vous l'avez mentionné, c'est de faire connaître ce qui existe déjà au Québec. Il y a le fonds Eureka qui a été créé. Il y a la société Axelis qui a été créée pour ce transfert-là. Il y a des centres de recherche collégiaux de transfert technologique. Donc, un paquet de ressources. Donc, déjà, de faire connaître ce qui existe au Québec, ça va être un bon pas de fait. Puis c'est ça, je dirais peut-être pas vouloir toujours réinventer la roue, mais toujours innover. C'est peut-être là la distinction, il faut innover. Donc, voilà. Bonjour. Oui. Bonjour, Pierre Bouchard, je suis secrétaire général du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie au gouvernement du Québec, donc des partenaires à la fois de STIC et d'Investissement Québec. En complément à la première question, aussi à l'intervention de Mme Janice,
Le gouvernement du Québec a aussi mis en place une enveloppe de 240 millions pour l'offensive de transformation numérique. Donc, on finance toutes sortes de projets. On en a plus d'une trentaine qui visent, donc pour les entreprises, dans toutes sortes de secteurs d'activité ou dans des secteurs multiples là, comme la cybersécurité, l'accompagnement en matière de stratégie d'affaires, ou aussi on a un projet avec l'ETS en accompagnement en matière d'innovation et de transfert technologique là, avec la recherche universitaire. Donc, il y a une trentaine de projets présentement. Donc, dans le continuum, justement, dont parlait monsieur, il y a plein de projets pour l'accompagnement et d'abord la sensibilisation, ensuite l'accompagnement à la transformation numérique. D'autres projets comme avec STIC aussi, qui n'est pas dans cette enveloppe-là, mais qu'on a financé aussi pour le podium. Mais je vous invite à aller voir sur le site du ministère en cherchant le ministère de l'Économie, Innovation, Énergie, Offensive, la transformation numérique. Il y a une liste de projets et les liens vers les partenaires là, qui peuvent être... donc, qui pourraient contribuer là, à votre essor à ce niveau-là. Merci. Un commentaire, mais j'abonde dans le même sens. C'est tout un parcours qui a été créé par le gouvernement. Puis souvent, Investissement Québec, on va arriver justement au moment que l'entreprise est prête. Donc, tous ces acteurs-là, au niveau de l'accompagnement, la sensibilisation, c'est essentiel dans le marché. Là. Merci. Bonjour. Je m'appelle Rain Chen, je représente la société Ascafox. Nous sommes une société technologique spécialisée en sourcing industriel. Je me permets d'avoir une question parce que le Québec est une terre vraiment fertile en sociétés technologiques, les jeunes pousses, et la plupart d'entre eux souvent ciblent des entreprises type PME, manufacturiers comme leurs premiers adopteurs. Aujourd'hui, je remarque que ce chemin de commercialisation est souvent difficile. On va dire par leurs propres, je dirais, ressources. Mais est-ce qu'il y a des programmes qui existent pour faciliter justement d'un côté les manufacturiers PME en quête de nouvelles solutions pour réduire le problème de productivité et en même temps faciliter la commercialisation des nouvelles innovations plutôt des jeunes pousses québécoises? Merci. Peut-être tenter une réponse, à moins que tu avais... Moi, je ne connais pas de programme. Par contre, je peux vous confirmer que c'est quelque chose à quoi on veut s'attaquer, définitivement. Il y a le programme Innovation. Okay. Je vous cherchais, pardon. Il y a le programme Innovation là, qui a un volet sous toute réserve de vitrine technologique où justement le programme va être bonifié lorsqu'il y a un partenariat entre plus d'une entreprise. Donc, ça peut être une belle option dans ce contexte-là. Également, il y a le réseau des centres d'expertise industrielle qui ont, disons, une mission de visibilité là, de plusieurs technologies. À quel point leur mission s'oriente autour des jeunes pousses, je ne pourrais vous répondre, mais il y a présentement au Québec 4 centres d'expertise industrielle, Saint-Laurent, Longueuil, Drummondville et Québec, dont Investissement Québec est partenaire, là, justement. Donc, je vous encouragerais peut-être là, à communiquer avec les responsables de ces centres-là pour voir si votre technologie peut s'arrimer avec leur vision et faire partie de leur vitrine. Bonjour, mon nom est Charles Barchéchat du groupe Conseil Larouche et Associés. J'aimerais que vous me terminiez un peu ce que vous entendez par PME. Ça va jusqu'à combien de dollars? Est-ce que vous commencez à considérer une compagnie PME à partir de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires ou à partir de 1 million, 1,5 million? Deuxièmement, j'ai entendu un mot magique, vous aidez les compagnies en start-up. Comment est-ce que vous procédez pour aider les start-up puisqu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien du tout, ils démarrent, il y a un démarrage là-dedans. Comment est-ce qu'il faut procéder avec vous pour avoir votre aide? Merci. Je me lance. PME, on ne dessert pas juste les PME en passant, c'est juste que les PME constituent, je pense, 95% et plus du tissu économique québécois. Mais je pense que la définition, c'est en nombre d'employés. Donc, ça diffère Canada-Québec, mais on parle de pas plus de 500 employés. Là. Moins de 500, c'est ça exactement. Au niveau des startups, donc des compagnies, que ce soit de l'amorçage, le pré-démarrage et tout ça, bien, on les supporte de plusieurs façons. Investissement Québec, on est commanditaire de la plupart des fonds d'investissement au Québec. Donc, souvent, on va diriger, quand l'entreprise est dans ses débuts, là, on va la diriger vers des fonds. Il y en existe plusieurs. Là. Je pense qu'on est partenaire chez plus de 70 fonds. Quand l'entreprise devient un petit peu plus mature, qu'elle commence à avoir un marché, des ventes, tout
tout ça. Là, on va intervenir directement en capital de risque. Donc, on a une équipe dédiée en capital de risque, puis ça va être un minimum d'1 million de dollars d'investissement. Donc, vous comprenez que l'entreprise doit démontrer quand même des perspectives de rentabilité. Donc, je dirais que c'est les deux principales façons au niveau du financement ou plutôt de l'investissement. Par contre, ça ne veut pas dire que start-up, PME, on peut quand même les accompagner, que ce soit dans le développement de leurs produits, dans les normes, les marchés qu'ils souhaitent attaquer, ou même on a des start-up qu'on a accompagnés en transformation numérique parce qu'il y avait tellement de potentiel. Je ne sais pas, Audrey, si tu veux ajouter quelques Non, points tout à fait, tu as raison, Julien. On a accompagné plusieurs startups, là, notamment, là, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs dans la salle, là, mais s'il y en a, ils seront sûrement très excités d'apprendre qu'on va accompagner les entreprises, notamment dans les modes de défaillance, recherche des modes de défaillance pour les produits avant qu'ils soient commercialisés. On a accompagné beaucoup d'entreprises aussi dans la mise en place en fait, pas dans la mise en place, mais dans l'évaluation de leurs produits par rapport à des normes de commercialisation. J'ai en tête là, un client qui, dans son projet pilote, avait remarqué que son produit avait des défaillances importantes au cours de l'hiver et on s'est rendu compte en faisant différents tests en laboratoire que le casing, le boîtier du produit respirait dans un contexte de réchauffement et de refroidissement. Donc, le camion rentrait dans un garage l'hiver chauffé et ressortait à moins 40 et le boîtier expandait et rétrécissait, ce qui occasionnait de la pénétration d'air humide et corrodait les circuits électriques. Donc, grâce à des essais en laboratoire, c'est le genre de truc qu'on a pu explorer. L'entreprise a pu mettre en place des mesures de contingence. Donc, on va travailler beaucoup avec les entreprises là, sur l'amélioration des produits dans ce contexte-là. Sur ces mots, je pense que ça démontre très bien jusqu'à quel point on peut accompagner les entreprises. Donc, on n'a plus de temps, malheureusement. Merci beaucoup pour vos questions.